France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour et bienvenue à Ici l'Europe. Aujourd'hui, pour notre grand entretien européen, nous recevons Jacques Attali, économiste, auteur, essayiste, conseiller d'État. Il a soufflé à l'oreille des présidents de la République française depuis François Mitterrand, dont il était Sherpa. Il est avec moi sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous avez suivi toutes les turbulences du monde depuis plusieurs décennies, et vous avez écrit plusieurs livres, dont Le Monde mode d'emploi que j'ai ici. Ce mode d'emploi du monde, finalement, il a peut-être changé ces dernières semaines. On se rend compte que la situation est extrêmement tendue et tumultueuse pour l'Union européenne à l'heure où les Américains, finalement, se détournent de l'Ukraine. Est-ce qu'on est vraiment à un moment pivot, charnière de l'histoire européenne? Tout à fait, absolument vital. Ça fait très longtemps que parmi d'autres, je dis que les Européens devraient prendre conscience d'une chose fondamentale. Nous sommes seuls. Je répète cette phrase depuis au moins 20 ans. Maintenant, je pense que les Européens l'ont compris. C'est pas tout à fait nouveau parce que déjà Obama nous avait fait défaut dans certaines circonstances et les Américains se retournent vers la Chine, qui est leur principal partenaire et leur principal ennemi. On ne pensait pas, en tout cas certains ne pensaient pas, qu'il y aurait une alliance de la Russie avec les États-Unis contre la Chine, en jetant l'Europe occidentale par-dessus bord. On ne pensait pas, on n'espérait pas, on ne souhaitait pas. On ne pensait pas, on ne souhaitait pas qu'un président américain trahisse ses alliés. Il vient même de dire qu'il ne va pas défendre le Japon. Et qu'on ne pensait pas qu'il se conduirait exactement comme Adolf Hitler. Alors la question de savoir s'il est un agent russe n'est pas très intéressante. En tout cas, il se conduit comme s'il l'était. C'est tout ce qui nous suffit. Il y a une alliance Russie-États-Unis contre la Chine qui est en train de se mettre en place, avec, dans les deux pays, un dictateur. Un dictateur qui s'appuie sur des oligarques qui installent la terreur. Et évidemment, ça finira mal. Pour vous, Donald Trump est un dictateur? Il est en train de le devenir, d'ailleurs. C'est assez frappant, le rapprochement avec Hitler. Il y a eu un putsch raté, comme Hitler. Il installe la terreur, comme Hitler. Il dit plein de fausses nouvelles, il veut déporter des gens, il menace les juges, et je pense que la prochaine étape, c'est qu'il passe outre les décisions de justice. L'étape suivante, ce sera qu'il dénonce et mette en prison des dirigeants démocrates. C'est exactement comme Adolf Hitler. Exactement comme Adolf Hitler. Ce lâchage des États-Unis, cette impression qu'ils veulent finalement laisser tomber l'OTAN, d'abord, est-ce que d'après vous, c'est vraiment réel? C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Union européenne, enfin que les dirigeants européens essaient de ménager les États-Unis en espérant que finalement ce soit simplement une passade, un moment, que peut-être en investissant plus dans leur défense, ils pourraient faire revenir les États-Unis à être plus actifs dans l'OTAN. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou est-ce que vous pensez que ça y est, les Américains nous ont lâchés? Les Américains, pas les Américains, parce qu'une grande partie des Américains ne sont pas derrière cette ligne. Mais M. Trump est un homme qui agit exactement comme les responsables de raquettes. Ou vous faites ce que je vous dis, ou je ne vous protège plus. Donc, même si on faisait quoi que ce soit pour lui plaire, il y aura toujours une demande supplémentaire. Vous ne faites pas assez, et donc je ne vous protège plus. Donc il est très important pour les Européens de créer aussi vite que possible, et si possible pas dans 5 ans, les conditions pour ne pas avoir à céder à ce chantage. Alors, vous connaissez bien les Russes, vous les avez pratiqués depuis de nombreuses décennies même. C'était vous, en 1991, qui aviez imposé Mikhaïl Gorbatchev au G7 en Angleterre, d'ailleurs contre l'avis du Premier ministre britannique de l'époque. Et quels sont, selon vous, les objectifs réels des Russes? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend qu'ils veulent simplement créer un glacis défensif. D'autres parlent d'attaques vers d'autres pays plus à l'ouest, si jamais ils n'étaient pas empêchés à ce stade. À votre avis, quelle est cette menace russe à ce stade? L'objectif historique? D'abord, je continue à rêver d'une Russie démocratique faisant partie de l'Union européenne. Je pense que c'est un rêve qu'on doit avoir au-delà de la période Poutine. C'est une grande nation européenne avec une culture qui est parfaitement
partie de la nôtre. Maintenant, peu importe de savoir ce que M. Poutine veut, il faut toujours avoir une politique qui nous prépare au pire. Et le pire est possible. Et donc, même si ça n'est que 5% des risques, il faut être prêt. Il faut être prêt à une tentative de reprendre la Moldavie, d'empêcher le résultat des élections démocratiques en Roumanie, de mettre la main sur les pays baltes, et ensuite de s'attaquer à la Pologne. Et au-delà, tout ce qui vient avec. Je pense d'ailleurs que le Kazakhstan devrait faire attention aussi à son indépendance, car les Russes pourraient souhaiter mettre la main sur cette puissance contenant d'énormes richesses gazières, minières et l'essentiel, 45% d'uranium de la planète. Donc, il ne faut pas se préoccuper de savoir si c'est vraiment sûr qu'ils veulent faire, mais il faut se préparer quand même. Donc, pour vous, l'allocution d'Emmanuel Macron, qu'on a vu parler à l'Élysée, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez trouvé que le ton était juste? Est-ce que vous avez trouvé que c'était absolument parfait. Il m'arrive souvent d'être critique à son égard. J'ai trouvé que c'était parfait. J'espère qu'il sera entendu. Maintenant, c'est une question de vitesse. C'est une question d'efficacité. Mettre en branle 27 pays pour faire des armes, c'est pas facile. C'est une question de savoir quelles armes. La solution de facilité serait acheter des armes américaines, ce qui serait une folie, parce qu'on sait que les Américains contrôlent la clé à chaque jour. Et de ne pas se tromper d'armement. Il ne faut pas acheter des armements qu'on a simplement parce que nos marchands d'armes veulent nous en vendre. Il faut acheter et faire construire les armes dont on aura besoin dans ces guerres. On va y revenir dans quelques minutes. Je vous propose de faire le point tout de suite sur les dernières annonces de l'Union européenne. Ils ont ébauché les contours d'un plan qui s'appelle Rearm Europe. Voici les détails avec Sophie Samaï. Réarmer l'Europe, tel est l'objectif du nouveau plan de la Commission européenne. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Le plan pour réarmer l'Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros de dépenses pour la défense, pour une Europe sûre et résiliente. Une réponse massive à la suppression des aides militaires américaines à l'Ukraine annoncée par Donald Trump. Ce plan en 5 points prévoit un assouplissement des règles budgétaires pour favoriser les investissements pour la défense européenne, appelant notamment les pays membres à investir sans se soucier de l'obligation de limiter leur déficit public à 3% de leur produit intérieur brut. Si les États membres augmentaient leurs dépenses de défense de 1,5% du PIB en moyenne, cela pourrait créer une marge budgétaire de près de 650 milliards d'euros sur une période de 4 ans. Dépenser mieux, dépenser ensemble, à l'aide de prêts pour financer l'achat de missiles, de drones ou encore pour investir dans la cybersécurité. 150 milliards d'euros de prêts seront ainsi mis à disposition des 27. La présidente de la Commission européenne a aussi proposé aux pays membres d'utiliser leurs fonds destinés habituellement à financer divers projets pour réduire les inégalités entre les régions européennes. Enfin, 2 leviers supplémentaires ont été évoqués par Ursula von der Leyen pour mobiliser des capitaux privés, s'appuyant notamment sur une union de l'épargne et sur la Banque européenne d'investissement, la BEI. Alors Jacques Attali, qu'est-ce que vous pensez de la réaction européenne à ce stade? Excellente, mais encore incomplète. Tout ce qui a été dit là est parfait, il faut le faire. Mais il manque au moins 3, sinon 4 choses. Il manque d'abord d'admettre que l'Ukraine fait partie de l'Europe de la défense. Et que c'est l'occasion d'accrocher, d'arrimer définitivement l'Ukraine dans l'Europe, parce que c'est une des meilleures armées, malheureusement, d'Europe. Et ils sont en première ligne, et donc ils doivent faire partie de toutes les discussions. Alors comment on fait? On les fait rentrer dans l'Union européenne à ce moment-là, ou on les intègre comment? On les intègre progressivement, et évidemment, comme une évidence dans l'Union européenne. Deuxièmement, et grâce à l'Ukraine, on saura mieux quelle est la nature des armes qui sont nécessaires, pour ne pas se tromper, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est le choix des armes qui sont très importants. Troisièmement, il faut qu'il y ait un patron. Il faut qu'il y ait un patron de l'Europe de la défense. Ça ne peut pas être Madame von der Leyen, parce qu'elle a d'autres choses à faire. Ça ne peut pas être non plus le président du Conseil européen, parce que ce n'est pas son rôle. Ça ne peut pas être l'actuel commissaire à la défense, qui ne me paraît pas calibré pour cela. Il faut un grand patron de l'Europe de la défense qui coordonne l'ensemble. Un vrai czar de l'Europe de la défense. Et il faut, et c'est le 4e point peut-être le plus important, que les Européens se mettent dans tous les domaines en économie de guerre.
Il faut travailler dans certains domaines 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'on ne peut pas attendre 5 ans pour être prêt. Le pire des scénarios, c'est que nous nous mettions en cette situation de créer une Europe de la défense, mais que les Américains nous lâchent tout de suite et que les Russes, sentant que dans 5 ans on sera prêt, nous envahissent le plus vite possible avant qu'on soit prêt. Emmanuel Macron en a parlé lors de son allocution. Il dit qu'il y aura des choix budgétaires à faire. Il dit aussi qu'il ne veut pas augmenter les impôts. Vous parlez d'économie de guerre, Jacques Attali. À quel point vous êtes économiste, à quel point ça va coûter cher aux Français, aux Européens? Comment on va financer tout ça? Parce qu'on parle de 800 milliards d'euros. Ces 800 milliards d'euros, finalement, on va les emprunter. Oui, mais les dépenses pour l'économie de guerre ne sont pas des dépenses perdues. Développer de l'industrie militaire, c'est bon pour la technologie, c'est bon pour l'économie civile, parce que la plupart de ces techniques sont civiles. Ça crée des emplois, ça crée de la croissance. Tout ce qui se passe là est une opportunité pour prendre conscience que nous sommes seuls, pour accélérer dans l'Europe de la défense, pour accélérer dans l'intégration européenne. Tout ça est une opportunité. Le problème, c'est que ça peut nous prendre trop de temps et inciter nos adversaires à agir avant que nous soyons prêts. Donc ce que vous êtes en train de me dire, entre guillemets, c'est que c'est une course. Il faut foncer. En fait, on pourrait dire que ce sommet du 6 mars a été une ligne de départ? Évidemment. Et il ne faut pas dire qu'il faut 5 ans ou 10 ans pour être prêt. Il faut être prêt maintenant. Alors en parlant d'être prêt maintenant, Emmanuel Macron parle d'étendre le parapluie nucléaire français aux autres nations européennes. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que c'est une bonne idée d'abord? Et ensuite, comment Je pense que c'est une bonne idée, mais le moins on en parle, le mieux c'est. Le président de la République française garde évidemment l'absolu contrôle du bouton nucléaire. Et de tout temps, et avec François Mitterrand, nous avons souvent parlé avec le chancelier d'Allemagne sur la question de savoir si l'Allemagne était protégée par le parapluie nucléaire français. Ces conversations que nous avons eues, que François Mitterrand a eues en ma présence, sont toujours restées secrètes, elles ont vocation à l'être. La France peut considérer que son intérêt vital va au-delà de ses frontières. Est-ce qu'il inclut l'Allemagne? Est-ce qu'il inclut la Pologne? Ça doit rester ambigu. On voit aujourd'hui une guerre, on a l'impression de voir une guerre quand même des Américains, en tout cas une attaque des Américains sur l'Europe. On l'a vu à la fois avec le discours de J.D. Vance lors de la conférence de Munich, on le voit avec Elon Musk qui finance des mouvements d'extrême droite en Europe, on le voit avec ces fameux droits de douane que souhaite mettre l'administration américaine. Alors comment vous interprétez ça? Est-ce que pour vous il y a une volonté aussi réelle des Américains, finalement, d'affaiblir aussi l'Union européenne, pas seulement de la lâcher, mais aussi d'affaiblir? Il ne faut pas parler des Américains. Il faut parler de l'administration Trump vous avez raison, et des oligarques. Ces horribles gens veulent en effet détruire l'Union européenne. Ils ont voulu dès le début. Ils disent d'ailleurs que l'Union européenne a été faite contre eux, ce qui est absurde. S'ils avaient pu tuer l'euro, ils l'auraient fait. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont continuer à essayer de tuer l'euro. Ils ont essayé, en poussant à la victoire électorale de l'extrême droite allemande, de casser l'Union européenne. Ils vont essayer. D'ailleurs, les Chinois, les Russes et les Américains ont intérêt à la destruction de l'Union européenne. Et donc, il nous faut être solides. Alors justement, dans ce contexte, on a quand même des divisions politiques au sein de chaque pays. Ensuite, il y a 27 pays. On a vu notamment la Hongrie de Viktor Orban, qui est quand même sur une posture plutôt pro-russe dans cette crise que nous traversons. Est-ce que c'est possible, si vous voulez, de mettre tout le monde ensemble? Est-ce que vous pensez que ça peut fédérer? C'est pas grave. Il faut avancer avec ceux qui veulent. Si on n'a pas la Hongrie, pas la Hongrie, c'est pas tragique. Et même si on en perd 2 ou 3, au passage, c'est pas grave. Il faut mettre ensemble ceux qui veulent avancer. Est-ce que ces tarifs, est-ce que ces droits de douane qui vont être imposés à l'Union européenne, ça a été annoncé par l'administration Trump? Annoncé après. Oui, alors après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Voilà. Mais en admettant qu'ils le fassent, est-ce que ça fait plus de mal aux Américains ou aux Européens? Bien sûr, ça fait de mal aux Américains. Ça fait beaucoup de mal aux Américains. Tout ça va couler l'économie américaine. Vite ou pas, j'en sais rien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et c'est très inquiétant, parce que si ça risque de couler l'économie américaine, la fuite vers la guerre sera encore plus nécessaire pour tenir. Ce qui est arrivé avec Hitler et ce qui arrive toujours quand dictateur, ce qui arrive d'ailleurs aussi avec la Chine, qui est dans une situation économique extrêmement incertaine et qui fonce vers le militarisme pour les mêmes raisons. Il y a une sorte de vertige vers la guerre des États-Unis et de la Chine parce qu'ils ont des grands problèmes intérieurs. Mais alors justement, dans ce contexte, l'Union européenne, si effectivement l'administration va au bout de son idée de 25%, vous êtes économiste, est-ce que c'est quelque chose, certes ça va abîmer l'économie américaine, mais ça va faire énormément de dégâts dans l'économie européenne aussi, non? Énormément. Mais il faudra
Je pense même qu'il faut arriver à penser cela autrement. Je pense qu'il faut en arriver à penser à boycotter l'économie américaine, à ne pas faire d'affaires avec eux, à ne pas s'installer avec eux, à ne pas, quand on est un chef d'entreprise française, aller se montrer dans le bureau de M. Trump ou allemand. À boycotter, il faudra peut-être revenir là. Après tout, c'est ce que font certains Canadiens et certains Mexicains qui en appellent au boycott des produits américains. Donc, droit de douane ou boycott, c'est une autre façon de voir la même évolution. Je vous poserai aussi une autre question, vous êtes économiste. Les fameux 200 milliards d'avoirs russes gelés, est-ce que vous êtes en faveur de les saisir ou pas? Non, parce que je pense que ce serait quelque chose qui remettrait en cause l'état de droit et qui pourrait menacer l'euro. 7 Français sur 10, aujourd'hui, en France, sont inquiets, craignent que cette guerre déborde les frontières de l'Ukraine et qu'on se retrouve avec une guerre finalement sur le continent. Vous, c'est quelque chose, alors vous me dites qu'il faut se préparer au pire, mais vous êtes aussi un féru d'histoire, un grand connaisseur des anciennes civilisations, on le voit d'ailleurs dans ce livre, Le monde d'emploi. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur vraiment? Bien sûr, dans ce livre, je disais un scénario d'une guerre entre les États-Unis et la Chine, en abandonnant l'Europe. Ce scénario est connu, il est vraisemblable, donc il ne faut pas le craindre. Il ne faut pas désespérer, il faut considérer que c'est une chance. C'est une chance de nous unir davantage, de prendre en charge notre destin, d'attirer les talents qui quitteraient les États-Unis, de développer des industries qu'on n'a pas encore développées, de nous tourner vers l'Afrique, qui est quand même le continent dont la population va doubler en 20 ans, et qui est un potentiel formidable pour l'Europe. C'est une chance si on sait le saisir. Et très rapidement, parce qu'il reste moins d'une minute, dans le temps long, est-ce qu'on pourrait voir les États-Unis finalement s'auto-isoler et perdre leur puissance? Ils sont en train de le faire. Ce qui se passe avec Trump, c'est qu'il a décidé de prendre acte du fait que les États-Unis n'ont plus les moyens d'être la superpuissance qui domine la planète, mais de ne s'occuper que d'elle-même. En cela, il a déjà signé le déclin américain. Jacques Attali, je vous remercie d'avoir pris part à cette interview et je vous propose de continuer à suivre Ici l'Europe à Bruxelles où nos équipes vont aller à la rencontre des députés européens et leur demander si les États-Unis sont encore nos alliés. Bienvenue au Parlement européen qui regarde avec le plus grand scepticisme, voire avec une inquiétude existentielle de l'autre côté de l'Atlantique. Les Américains sont-ils encore nos alliés? La question était dans toutes les têtes lors du dernier sommet de crise le 6 mars à Bruxelles. L'Union européenne a émergé de la Seconde Guerre mondiale avec la certitude que ces démocraties seraient toujours protégées par l'ami américain. Or, changement de cap radical à la Maison-Blanche, Donald Trump estime que l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. Je cite. Résultat, Caroline, les 27 se voient lâcher dans leur soutien à l'Ukraine, qu'ils estiment pourtant vital pour défendre le continent contre Poutine. Le président américain qui dit aussi vouloir annexer le Groenland, un pays appartenant au Royaume du Danemark et par conséquent territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Enfin, Donald Trump a annoncé des droits de douane supplémentaires de 25% contre l'Union européenne, comme le Canada et le Mexique le subissent déjà. Quelle réponse des 27 et de la Commission sur tous ces chapitres? Nous en parlons avec nos deux invités. Valérie Ayé, bonjour, merci d'être avec nous. Présidente du groupe Renew, groupe centriste, ici au Parlement européen, qui correspond en France d'ailleurs à le groupe d'Emmanuel Macron, on va dire ça comme ça. Svetlana Zovsko, bonjour. Vous êtes eurodéputé croate, vous appartenez au groupe du Parti populaire européen ici à Bruxelles, dont vous êtes d'ailleurs la vice-présidente. Valérie Ayé, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, les Américains étaient nos alliés, nos amis, nos grands frères protecteurs. Est-ce qu'après ce début d'administration Trump, il faut se faire une raison, ils ne sont plus nos alliés? Je le crois profondément. Les États-Unis, sous Donald Trump, ne sont plus nos alliés aujourd'hui. Et c'est un renversement historique. Vous l'avez dit, depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait une alliance, une architecture de paix basée sur une très bonne coopération entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis et l'Europe partageant ces mêmes valeurs du monde occidental, de la liberté, assises autour et sur le multilatéralisme et le respect de l'état de droit et de l'ordre international établi. Aujourd'hui, vous en avez fait la liste. Vous avez fait la liste de tous les points de tension, d'opposition, de menaces que fait peser Donald Trump
que font peser Donald Trump et son entourage sur l'Europe, sur le continent européen, d'un point de vue de notre sécurité, d'un point de vue commercial, d'un point de vue de notre intégrité territoriale. C'est la nouvelle réalité, c'est d'une brutalité inouïe, sans nom. Et d'ailleurs, j'ajouterais par ailleurs qu'il y a un agenda idéologique, puisque J.D. Vance, le vice-président américain, est venu chez nous à Munich pour attaquer notre modèle démocratique. Madame Zovko, les anciens pays communistes comme le vôtre, la Croatie, ont toujours été plutôt atlantistes, c'est-à-dire attendaient beaucoup en matière de défense et de soutien de leur démocratie de l'hyperpuissance américaine. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui qu'ils ne sont plus nos amis ni nos alliés, ces Américains ? Moi, je viens de Croatie, où Croatie ont valu beaucoup en respect les alliés et les gens qui nous avaient sauvés pendant la guerre. Et les États-Unis, ils ont participé dans la sauvegarde de l'Union d'Europe au moment où il y avait le fascisme et après le communisme, le totalitarisme. Et donc, il faut vraiment faire beaucoup de patience et faire beaucoup d'attention à ce qu'on dit sur les États-Unis. Même Normandie, qui est pleine de tombeaux de soldats américains, est une souvenir aux Français. Les États-Unis de Donald Trump, c'est les mêmes États-Unis où on a changé de cap? Oui, tout à fait. Ce sont les États-Unis qui ne sont pas les élitistes, qui ne sont pas les diplomates, mais ils sont les États-Unis qui sont changés avec le temps qui change. Il ne faut pas jamais dire que les États-Unis ne sont pas nos alliés. Si ce ne sont pas les États-Unis, qui sont nos alliés? Alors Valérie, il n'en reste pas moins que les Européens, en tout cas assistés, sidérés aux scènes on peut qualifier d'humiliante affligée au président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'annonce de la suspension de l'aide militaire américaine est venue confirmer ce que beaucoup craignaient. Est-ce qu'on peut dire que Trump est devenu une forme d'allié objectif de Vladimir Poutine? Complètement. Aujourd'hui, le camp de Donald Trump, c'est le camp de Vladimir Poutine. Vous disiez à juste titre, et d'ailleurs on s'attendait à ce que les États-Unis se réorientent leur stratégie et leurs intérêts géopolitiques. Ça a déjà été fait sous Trump 1, sous Obama même et sous Biden. Ça, c'est la réalité du changement d'orientation des États-Unis à laquelle nous nous attendions. Mais ce qui est fondamentalement nouveau avec Donald Trump, c'est qu'il est très agressif et qu'il y a un renversement d'alliance. On a vu que Trump, il y a 3 semaines, nous a fait savoir qu'il avait eu Vladimir Poutine au téléphone, qu'ils avaient trouvé un deal, que ce deal se ferait sur le dos des Ukrainiens sans que les Européens ne soient jamais consultés. Il y a 10 jours, il y a une résolution qui a été votée aux Nations Unies. Pour la première fois sur la question de la guerre en Ukraine, les États-Unis se sont désolidarisés des Ukrainiens et des Européens. Ils ont voté contre une résolution rappelant simplement des éléments factuels sur la situation de la guerre en Ukraine. Et à l'inverse, ils se sont retrouvés à voter avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec la Russie. Donc oui, il y a un renversement d'alliance. Et aujourd'hui, Donald Trump a bien plus à faire avec Vladimir Poutine qu'avec les Ukrainiens et les Européens. C'est un problème majeur. Il faut qu'on crée les conditions de notre propre sécurité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut couper les ponts avec l'administration américaine. Il faut continuer de discuter avec Donald Trump. On a un intérêt majeur à continuer à discuter, à essayer de le convaincre que l'intérêt des Américains reste le fait de continuer à aider l'Ukraine. Bien sûr. Et Volodymyr Zelensky, il a annoncé, et c'est bien ça, Madame Zovko, qu'il n'arrêtait d'aider l'Ukraine financièrement, militairement. Est-ce que vous sentez d'ailleurs que les 27 sont prêts, d'un certain point de vue, avec des dirigeants pro-Trump comme le Hongrois Viktor Orban, l'Italienne Giorgia Meloni, sont prêts à prendre le relais, à aider tout seul l'Ukraine, à se substituer aux États-Unis pour constituer cette fameuse force de défense européenne pour sécuriser notre territoire, l'Europe? Mais Giorgia Meloni était toujours à côté d'Ukraine. Il faut le retenir, ça. Et c'était elle qui était à l'Ukraine, qui a visité Zelensky et qui s'est offert comme un pont. Mais je trouve qu'il faut avoir un pont réel à l'Union européenne, qu'il faut avoir quelqu'un qui vienne comme président de la Commission, Ursula von der Leyen, qui peut discuter aussi sur notre responsabilité pour prendre beaucoup plus sur le budget, sur la défense, et aussi pour expliquer ce qu'on a fait avec l'aide de l'Ukraine et comment on va faire un plan stratégique après pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc on peut et on doit remplacer les États-Unis? Non, jamais.
jamais pour le temps. Mais maintenant, qui va nous protéger de forces nucléaires? Est-ce que la France va nous aider nucléairement? Voilà, c'est ça. D'abord, moi, je pose une question. Qu'est-ce qu'on fait si demain les États-Unis sortent de l'OTAN? Parce que peut-être que ça arrivera. En tout état de cause, on doit se préparer au pire. Les Européens ont eu ce premier électrochoc en 2022 avec l'invasion russe en Ukraine. En réalité, cette guerre, elle avait commencé bien avant, en 2014. Aujourd'hui, on est face à une réalité du monde qui est brutale, mais à laquelle il faut qu'on s'adapte. Et donc, ça veut dire s'attendre et se préparer au pire. Ça veut dire aider l'Ukraine, accélérer les livraisons d'armes et de munitions pour permettre à l'Ukraine d'être dans la meilleure situation possible au moment de la négociation. Ça veut dire préparer très sérieusement les conditions de la paix et les garanties de sécurité pour les Ukrainiens et pour l'Europe. Et donc avancer sur l'Europe de la défense, se mettre en économie de guerre pour faire passer le message à nos ennemis que nous assumons d'être une puissance militaire. Sur la question de la dissuasion nucléaire, le président de la République française, Emmanuel Macron, a déjà rappelé la doctrine française, à savoir que les intérêts vitaux de la France dépassent les frontières nationales et ont même une dimension européenne. Il a appelé à avoir un débat à l'échelle européenne avec nos partenaires, en offrant la possibilité que nos partenaires européens bénéficient de l'effet de la dissuasion nucléaire. Alors, vous parliez d'électrochoc, on va en évoquer un autre. Dans son discours de l'Union devant le Congrès américain, Donald Trump a réaffirmé ses prétentions sur le Groenland, visant directement un territoire relevant de l'Union européenne, avec une formule ambiguë. Écoutez. J'ai également un message à adresser à l'incroyable peuple du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit à décider de votre propre avenir. Et si vous le voulez, nous vous souhaitons la bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale et même internationale. Et nous travaillons avec toutes les parties concernées pour essayer de l'obtenir. Mais nous en avons vraiment besoin pour la sécurité internationale et je pense que nous allons l'obtenir. D'une manière ou d'une autre, nous l'obtiendrons. Alors, des élections au Groenland auront lieu le 11 mars prochain. Donc, on comprend que Donald Trump est tenté de les influencer. Il appelle à une forme de référendum d'autodétermination qui serait défavorable au Danemark. Eliana Zovko, il peut faire la pluie et le beau temps en Europe et remettre en cause nos territoires? Non, il ne remet pas le territoire dans la question. Moi, j'étais avec la Commission des Affaires étrangères il y a 4 ans à Groenland, où il y avait la question de ce référendum de prendre place. Et vous savez, la plus grande base des États-Unis sont placées militaires est là-bas, à Groenland. Et la plus grande menace pour les États-Unis, c'est chinois. C'est la menace chinoise. Toute la stratégie que les États-Unis prennent dans ce moment, c'est la stratégie de cette menace chinoise qui ont dans sa doctrine. Et qu'est-ce qu'on va faire si Groenland, avec ce référendum d'autodétermination, s'il obtient le vote pour, et s'il décide d'aller avec les Chinois... Donc il vaut mieux qu'ils aillent aux États-Unis, vous dites, et qu'ils fassent exactement ce que leur demande Trump, à savoir rejoindre les USA? Non, je pense que le mieux, c'est qu'ils restent avec les Danois. Mais il y a cette provision dans sa constitution d'avoir le référendum sur autodétermination. Et ils ne font pas partie de l'Union européenne, ils ne décident pas, ils sont sous l'État de Danemark. Mais s'ils décident d'aller avec quelqu'un d'autre après ce référendum, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on répond, nous, les Européens, par rapport aux Danois qui sont véritablement très inquiets, sidérés un peu par des déclarations américaines? D'abord, je voudrais revenir sur les propos de Trump. Il commence en disant le peuple groenlandais a le droit à la liberté, et il termine avec des menaces en disant on a besoin de ce territoire et tôt ou tard on l'obtiendra. C'est ça la réalité, là encore, de celui que vous considérez comme un allié pour l'Union européenne. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Et donc, oui, ils ont le droit d'autodétermination. Et bien sûr, et le gouvernement danois le reconnaît d'ailleurs. Donc la question de l'indépendance du Groenland, elle n'est pas nouvelle. Elle est là depuis des décennies. Aujourd'hui, il y a des élections demain qui étaient prévues. Mais les Groenlandais aujourd'hui et les Danois sont extrêmement inquiets par cette menace que fait peser Donald Trump sur leur territoire. Et on voit bien l'intérêt que Donald Trump a, ou que cette île commence à avoir, parce que
avec malheureusement la fonte des glaces, il y a probablement des mines, un accès aux matières premières critiques qui sera facilité. Et puis, il y a ces routes commerciales avec la présence chinoise. Donc, moi, je pense soyons honnêtes, les Danois sont beaucoup plus verts, écologistes, respectueux de l'environnement que le sont les Américains de Donald Trump. Ils ne veulent pas en faire la même chose. Évidemment. Le Groenland est un territoire membre d'un État membre de l'Union européenne. C'est inadmissible que un de nos partenaires s'en remette et attaque l'intégrité territoriale d'un territoire souverain. 2, il faut qu'on aide davantage les Groenlandais d'un point de vue économique, d'un point de vue de la sécurité. Et puis, je crois moi, profondément qu'on a besoin d'avoir en Europe une stratégie arctique avec les Groenlandais, avec les Islandais, avec les Norvégiens, sur les éléments de sécurité, de défense, sur la lutte contre le changement climatique également. Donc, à mon avis, Donald Trump ferait mieux de s'engager dans une discussion diplomatique sereine avec l'Union européenne et avec ces États-là pour véritablement avoir une stratégie pour contrer l'influence à la fois russe et chinoise. Alors voilà pour le Groenland. Il nous reste un petit peu de temps pour évoquer le volet commercial. Donald Trump annonce des droits de douane massifs qui concerneraient aussi l'Union européenne. Zeliana Zovko, quelle devrait être la réponse des 27 et de la Commission ? Je pense l'union très vite entre Ursula von der Leyen et Donald Trump pour parler comme la dernière fois Juncker a fait les concessions pour l'Union européenne parce qu'on a un grand déficit sur les marchandises du côté des États-Unis. Et je pense que c'est inévitable que cet levier sur l'acier et aluminium qui va être levé. Mais sur les autres choses, il faut négocier très vite. Et il faut trouver les points communs et pas entrer dans la guerre des mots et pas rompre les ponts avec l'allié qu'on a besoin. Parce que l'autre allié stratégique pour l'Union européenne, les Chinois, ils vous donnent... Ils vous donnent des cadeaux. Oui, mais il faut se méfier des cadeaux qui ne sont pas très avec une bonne intention. Je trouve qu'il faut faire tous pour refaire les ponts avec les États-Unis, avec l'administration Trump. Vous dites il faut parler avec les Américains, etc. On n'a pas l'impression que c'est tellement les Européens qui ont arrêté le dialogue. C'est côté américain qu'on impose unilatéralement des droits de douane supplémentaires. Est-ce qu'il faut donc tenter de négocier jusqu'où, hein? Est-ce que des éléments d'échange, c'est on vous achète plus d'armes, finalement on lâche un peu l'Ukraine, etc., etc. Ou est-ce que ça doit rester sur le commerce pur, hein? Et dans quelle stratégie, avec un bras de fer ou pas? D'abord, il faut rappeler que personne n'a intérêt à la guerre commerciale. Ni nous, les Européens, ni Donald Trump, les Américains. Parce que ça veut dire très concrètement moins d'accès, parce que s'il y a une guerre commerciale qui est engagée, il faudra qu'on réagisse. Il faudra qu'on réagisse extrêmement fermement par des tarifs douaniers, par une réduction de l'accès des entreprises américaines à un marché public. Parce qu'on ne va pas se laisser marcher dessus, rouler dessus. Au contraire, donc on est un marché de 450 millions d'Européens et de consommateurs, le marché le plus riche au monde et le plus dynamique au monde. Je doute que les entreprises américaines acceptent dans la durée que Trump les prive de certains marchés. Et puis ça veut dire pour les consommateurs américains, des hausses de tarifs. 50% des produits de consommation américains viennent de l'extérieur des frontières, ne sont pas produits aux États-Unis. Donc ça aura un impact majeur sur le consommateur américain. Moi, je pense qu'il faut qu'on joue le rapport de force. Il faut que nous abandonnons la logique des élites et de Washington et Paris. Il faut vraiment aller chez les ouvriers, chez les gens pauvres aux États-Unis pour voir à qui s'adresse Donald Trump quand il parle et quand il fait tout ça. Ils sont les gens, les classes abandonnées. Et c'est ça ce qu'il fait, et c'est ça son discours, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre pour parler avec lui. Merci à vous d'avoir été très bien représenté toutes les interrogations des Européens sur notre relation aux États-Unis de Donald Trump. Merci Caroline et bonne suite de programme sur nos chaînes.